Bien, bonjour, chers étudiants. On se retrouve de nouveau pour commencer la deuxième partie du programme. La première partie a intéressé la cavité thoracique et les parois du thorax. Et la deuxième partie va être consacrée à l'étude de la myologie. Et on va voir la myologie du membre supérieur. Et après, on peut voir la myologie du membre inférieur. Bien, donc, comme premier chapitre, myologie du membre supérieur. On va commencer par une introduction. Et dans cette introduction, on va dire que les muscles du membre supérieur se répartissent en groupes musculaires, par région. C'est-à-dire, on va voir les muscles de la région scapulaire, les muscles de l'épaule, ensuite les muscles du bras, les muscles de l'avant-bras et enfin les muscles de la main. Chaque région va comprendre un certain nombre de muscles qui peuvent être soit répartis par région, exemple médial, latéral, antéro-postérieur, ou bien par loge, comme on va voir au niveau de l'avant-bras, au niveau de la main, au niveau du bras. Ce sont des muscles qui se répartissent en loge. L'intérêt de cette étude est un intérêt capital. Pourquoi? Parce que la connaissance de ces muscles, la connaissance surtout de la physiologie articulaire au niveau de chaque région va nous permettre de comprendre beaucoup d'anomalies et toutes ces notions vont servir lors de l'examen clinique d'un malade qui vient consulter pour une pathologie de l'appareil locomoteur. Donc voilà comme introduction et on va passer directement à grand 2. Comme je viens de dire dans l'introduction, ces muscles se divisent en régions. C'est-à-dire, il y a les muscles de la région de l'épaule, du bras, et l'avant-bras, etc. On va commencer grand 2 par les muscles de l'épaule. Je vais être rapide, je vais être succinct. Pour quelles raisons? Parce que ce sont des notions, la plupart de ces notions ont été vues lors des séances de TD. Vous avez déjà étudié une grande partie des muscles, mais nous, on va essayer de regrouper toutes ces notions et essayer de faire une synthèse concernant cette partie. Donc, les muscles de l'épaule, comment on va l'introduire? Les muscles de l'épaule sont au nombre de 10. Donc, il y a 10 muscles au niveau de l'épaule. Et ces muscles se répartissent en 4 groupes. Un groupe antérieur, un groupe postérieur, un groupe médial et un groupe latéral. Donc, il y a pas mal de muscles qu'on a déjà étudiés. On les a étudiés où? Quand on a étudié les muscles, par exemple, du thorax. Et ce sont des muscles qui sont communs, ils prennent insertion au niveau du thorax et ils se terminent au niveau de l'extrémité supérieure de l'humérus. Donc, voici les 4 groupes. Le premier groupe, premièrement, c'est le groupe antérieur. Moi, je vais essayer d'écrire tout le plan de la question. Donc, le groupe antérieur, ce groupe antérieur est formé de 3 muscles. Ces 3 muscles sont en 2 plans, un plan superficiel et un plan profond. Le plan superficiel est formé par le muscle pectoralis major. Donc, pectoralis major, c'est-à-dire le grand pectoral. C'est un muscle qu'on a déjà étudié, déjà fait, et par conséquent, je vais vous dire, voir chapitre muscle du thorax. Le deuxième muscle, petit, pectoral, c'est-à-dire pectoralis minor. La même chose,
ça a été déjà fait. Et le troisième muscle, c'est le subclavier. Donc, ces trois muscles sont des muscles de la paroi antérieure du thorax. On les a étudiés. Et vous allez me dire, mais écoutez, vous nous avez dit que les muscles antérieurs du thorax sont au nombre de 4. Oui, ils sont au nombre de 4. Mais quand on étudie les pôles, la répartition, elle se fait par pôle. Pôle antérieur, pôle postérieur, médial et latéral. Et par conséquent, le quatrième muscle qui est le serratus, il fait partie du muscle, c'est-à-dire du groupe médial. Le deuxième groupe, ce sont les muscles du groupe, le groupe médial. Le groupe médial est formé par un seul muscle qui est le muscle serratus. Serratus antérieur égale muscle grand dentelé. La même chose, c'est un muscle qu'on a déjà étudié et déjà fait. Le troisième, donc voir chapitre anatomie du thorax, des muscles du thorax. Le troisième groupe maintenant, c'est le groupe postérieur. Le groupe postérieur, c'est un groupe qui est formé de 5 muscles qui se trouvent en arrière et ces 5 muscles sont tous collés à la scapula. Par rapport à la scapula, il y a 4 muscles qu'on peut voir sur une vue postérieure et un muscle sur la vue antérieure. Donc, on va essayer de voir quels sont ces muscles et étudier chaque muscle par son origine, trajet, terminaison, innervation et fonction. Donc, ces muscles du groupe postérieur sont en nombre de 5. On peut les citer, le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond, le grand rond et le dernier muscle, c'est le subscapulaire. Donc, le premier groupe, on va voir, donc premier groupe, on va essayer de faire une vue postérieure, là, une vue postérieure de la scapula. Sur cette vue postérieure de la scapula, nous avons l'acromion qui divise cette face postérieure en 2 parties. Une partie supérieure, c'est la fosse supraépineuse et la partie inférieure, c'est la fosse infraépineuse. Cette épine se prolonge en dehors par l'acromion. Et là, nous avons la cavité glénoïde qui s'articule avec quoi? Avec l'humérus, l'extrémité supérieure de l'humérus, en particulier, c'est la tête humérale. Donc voilà, c'est une vue, quelle vue? C'est une vue postérieure de l'articulation scapulo-humérale. À ce niveau, nous avons le trochitère. Le trochitère, qui est la grosse tubérosité et qui se place au niveau de la partie supéro-latérale de l'extrémité supérieure de l'humérus. Le premier muscle, c'est le muscle supraépineux, égale supraspinatus. Supraspinatus ou supraépineux. C'est un muscle qui va prendre naissance au niveau de la fosse supraépineuse. Donc c'est un muscle qui va naître à ce niveau. Ensuite, ce muscle se dirige. Ça, c'est l'origine. Donc l'origine, c'est la fosse supraépineuse. Ensuite, le muscle se dirige vers le dehors. Et regardez, on va le perdre de vue. C'est-à-dire que ce muscle, il va où? Il va passer sous l'acromion pour venir se placer ou s'insérer à la face supérieure du trochitère ou bien de la grosse tubérosité.
Donc voilà, voici le muscle. C'est le muscle supraspinatus ou supraépineux. Donc la terminaison là, c'est le trochiter. Donc je répète, l'origine c'est la fosse supraépineuse, le trajet c'est un trajet qui est horizontal vers le dehors, il passe sous l'acromion au niveau d'un espace, on va voir cet espace après, c'est l'espace situé entre l'acromion et la tête humérale, c'est ce qu'on appelle l'espace huméro-acromial. Et puis, il va venir se terminer à quel niveau? Il se termine au niveau de la facette supérieure du trochiter. C'est un muscle qui est innervé par un nerf qui va passer à travers l'échancrure coracoïde, l'échancrure qu'on a dessinée à ce niveau, l'échancrure coracoïde. Et c'est un nerf qui va se diviser en deux branches, une branche qui va innerver le supraépineux et une branche qui va passer sous l'acromion et venir vers la fossette infraépineuse pour innerver quel muscle? Pour innerver le muscle infraépineux. Donc là, le nerf qui passe à ce niveau, c'est le nerf suprascapulaire. Nerf suprascapulaire. Nerf suprascapulaire. Donc le nerf suprascapulaire va innerver les deux muscles supraépineux et infraépineux. Quelle est la fonction du muscle supraépineux? Regardez, c'est un muscle qui s'insère à la partie supérieure du trochiter. Quand il tire, donc il va assurer le mouvement d'abduction de l'épaule. On considère que le supraépineux est le starter de l'épaule. C'est lui qui permet le démarrage de l'abduction. Donc quelqu'un qui a une rupture ou bien une paralysie du muscle supraépineux, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire le démarrage de l'abduction. Pourquoi? Parce que le reste de l'abduction est assuré par d'autres muscles, le deltoïde et la scapula qui tournent pour orienter la main vers au-delà de 120 degrés. Mais le démarrage, il est assuré par le supraépineux. Le supraépineux est un muscle très, très fréquemment touché, très fréquemment sollicité lors des mouvements d'abduction. Certaines professions vont exposer à quoi? À la tendinite de ce muscle, telle que la profession des peintres ou bien des plâtriers, des électriciens ou bien des enseignants qui font souvent un mouvement d'abduction. Donc l'humérus, quand il se met en abduction, il écrase le tendon du supraépineux, il l'écrase contre l'acromion et à la longue, il va y avoir une inflammation. C'est ce qu'on appelle la tendinite du supraépineux. Pour une épaule qui fait mal, le plus souvent, dans 80%, ce sont des tendinites et qui sont en rapport avec des tendinites du muscle supraépineux. Donc voilà, on a vu le muscle supraépineux. Le deuxième muscle, c'est le muscle infraépineux, c'est l'infraspinatus. Le muscle infraépineux, il va se placer au-dessous de l'épine, donc il va occuper toute cette région, donc au-dessous de l'épine, de la scapula. Et après, ce muscle se dirige vers le dehors, vers le dehors, et il va former un tendon, et ce tendon va venir se terminer à quel niveau? Il se termine au niveau de la facette moyenne de quelle région? Du trochiter. Donc voilà, l'infra, ça c'est le muscle infraépineux, voici le tendon. La même chose pour le supraépineux, voici son tendon. Donc le muscle, c'est le muscle infraspinatus ou infraépineux. L'origine, c'est la fosse infraépineuse. Le trajet, il est oblique vers le haut, vers le dehors. La terminaison,
c'est la facette moyenne du trochiter. L'innervation, c'est le même nerf, c'est le nerf suprascapulaire, qui est une branche du plexus brachial, hein, à partir de C5, C6, et puis l'action, puisque c'est un muscle qui est postérieur. Donc quand il se contracte, il va tirer le membre vers la rotation externe. Donc c'est un muscle rotateur externe. Quand il tire en arrière l'humérus, donc il permet ce mouvement. C'est un mouvement de rotation externe. C'est un rotateur externe. Troisièmement, le muscle petit rond, c'est-à-dire teres minor, le muscle petit rond. Le muscle petit rond, comme son nom l'indique, c'est un muscle qui est petit, et en même temps, si on le coupe, il a une forme qui est cylindrique. Donc le petit rond va se fixer au niveau de la partie supérieure du bord spinal de la scapula. Donc c'est un muscle qui est haut situé. Et après, on va voir le grand rond qui est en bas. Mais le petit rond, il est situé à la partie supérieure du bord axillaire, le bord axillaire de la scapula. Ensuite, se dirige vers le dehors pour venir se terminer sur quoi? Sur la facette inférieure du trochiter. Donc le trochiter permet la terminaison de combien de muscles? De 3 muscles, qui sont le supraépineux, infraépineux et petit rond. Donc c'est le muscle teres minor, ou bien égal petit rond. Le muscle petit rond. Donc voici l'origine. Bord axillaire de la scapula à sa partie supérieure. Trajet oblique vers le haut, parallèle au précédent, c'est-à-dire parallèle au muscle infraépineux, et la terminaison, elle se fait par un tendon au niveau du trochiter. Quelle est son action? Puisqu'il est parallèle aux infraépineux, la même chose, c'est un rotateur externe. Mais c'est un rotateur externe faible. Pour quelle raison? Parce que c'est un muscle qui est court. Un muscle qui est long va avoir une grande amplitude. Un muscle qui est court va avoir une petite amplitude. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est un rotateur faible, rotateur externe faible de l'épaule. Le quatrième muscle, c'est le grand rond. Grand rond, teres major. Le grand rond, c'est un muscle qui va prendre naissance au niveau de la partie inférieure du bord axillaire de la scapula, et puis il se dirige vers le dehors. Ensuite, c'est un muscle qu'on va perdre de vue. Pour quelle raison? Parce qu'il va partir en avant. Il va partir en avant, et quand il va partir en avant, il va se terminer au niveau de la gouttière intertuberculaire ou bien la gouttière bicipitale. Donc, je vais le mettre en pointillé. Il va venir se terminer sur la gouttière bicipitale. Donc voilà l'origine, c'est la partie inférieure du bord axillaire de la scapula, trajet oblique vers le haut et vers le dehors, terminaison la lèvre médiale de la gouttière bicipitale. L'innervation, c'est un nerf propre, c'est ce qu'on appelle le nerf du grand rond, qui est une branche du plexus brachial. Et puis, quelle est son action? L'action, c'est un adducteur, c'est normal, parce que quand il va se contracter, il va tirer sur le bras vers le dedans, mais en même temps, c'est un rotateur interne. C'est comme le pectoralis major. Donc, il va permettre la rotation interne parce qu'il se termine en avant. Nous avons
4 muscles maintenant sur la vue antérieure et il nous reste un muscle, le 5e muscle du groupe postérieur de l'épaule, lequel c'est le subscapularis ou bien le subscapulaire. Le subscapulaire se trouve à quel niveau? Il est en avant par rapport à la scapula. Et attention, il n'est pas antérieur par rapport à l'épaule. Il est postérieur par rapport à l'épaule. Mais il est antérieur par rapport à la scapula. Ce qui fait, il fait partie des muscles postérieurs, mais par rapport à la scapula, il y a 4 muscles qu'on arrive à voir sur la face postérieure, et celui-là, il est antérieur par rapport à la scapula. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une autre vue antérieure de la scapula et l'extrémité supérieure de l'humérus pour illustrer ce muscle. Donc, ça sera un nouveau schéma. Donc, voilà une vue antérieure. Ici, c'est une vue postérieure de l'épaule, montrant les muscles postérieurs de l'épaule. Et ici, c'est une vue antérieure. Donc, sur cette vue antérieure, nous avons ici la scapula sur une vue antérieure. Voici la fossette coracoïde, et nous avons ici l'acromion avec la cavité cotyloïde et l'extrémité supérieure de l'humérus. L'extrémité supérieure de l'humérus avec la tête, le col et bien sûr à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a? C'est la gouttière bicipitale. Là, il y a la grosse tubérosité et à ce niveau, nous avons la petite tubérosité. Et entre les tubérosités, nous avons la gouttière bicipitale. Donc voici la vue dont on a besoin. Et là, nous avons le processus. Quel processus? Le processus coracoïde. Ça, c'est la face antérieure de la scapula. Cette face antérieure de la scapula est parcourue par quoi? Parcourue par des crêtes. Crêtes. Et ces crêtes, ce sont les crêtes subscapulaires qui donnent insertion aux muscles infrascapulaires ou subscapulaires. Donc ce muscle va prendre origine à ce niveau, donc le long de la face. Quelle face? La face antérieure de la scapula. Donc voici le muscle et toutes les fibres de ce muscle vont converger vers l'extrémité supérieure de l'humérus. Et la terminaison, c'est à quel niveau? La terminaison par un tendon. C'est un tendon qui va se former et qui va venir se terminer sur quoi? Sur le troquin. Vont venir se terminer sur le troquin. Donc voilà, ça c'est le muscle subscapulaire. Muscle subscapulaire. Voilà, donc l'origine du muscle subscapulaire, c'est la face antérieure de la scapula. Ensuite, le trajet, les fibres du muscle convergent et se dirigent vers l'extrémité supérieure de l'humérus. Terminaison, c'est le troquin. Innervation, c'est le nerf du muscle subscapulaire qui est une branche du plexus brachial. Et puis, quelle est son action? Sa contraction va ramener le bras vers le dedans. Donc, c'est un rotateur interne. Donc, il fait ce mouvement. Donc, en pratique, on parle de la coiffe des rotateurs. C'est un terme. La coiffe des rotateurs. Et on parle aussi de la tendinite, l'inflammation des tendons. La tendinite de la coiffe des rotateurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une inflammation de ces tendons.
Ce qui nous amène à définir c'est quoi la coiffe du rotateur. La coiffe du rotateur est formée par 4 muscles plus un tendon qu'on va citer après. Ces 4 muscles sont le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond et le sous-scapulaire ou bien le subscapularis. Ces 4 muscles font partie de la coiffe du rotateur et la tendinite va toucher l'un de ces muscles. Le plus souvent, on l'a dit, le plus souvent c'est le supraépineux. Et le fait de connaître ces tests, c'est-à-dire l'abduction pour le supraépineux, ensuite la rotation externe pour l'infraépineux et le petit rond, la rotation interne pour le subscapularis, tous ces mouvements vont nous aider dans la compréhension de l'examen de ces muscles. C'est-à-dire, si je fais un mouvement d'abduction, mais contre résistance, c'est-à-dire je vais bloquer ce mouvement, je vais réveiller une douleur. La même chose, si je fais la rotation externe et je bloque ce mouvement chez le malade, et si je réveille une douleur, je peux conclure à une tendinite de l'infraépineux. La même chose pour la rotation interne. Donc vous voyez, l'intérêt, c'est comprendre ces muscles, comprendre ces mouvements pour pouvoir examiner le malade pour chercher est-ce qu'il a mal ou il n'a pas mal. S'il a mal, c'est très probablement une tendinite de la coiffe. S'il n'a pas mal, ça peut être autre chose. Le cinquième élément, je vous ai dit un tendon, c'est le tendon de la longue portion du biceps. Le biceps, on va le voir quand on va étudier les muscles du bras. Donc voilà le troisième groupe. On a vu le groupe antérieur, le groupe médial, le groupe postérieur qui est composé de 5 muscles. Maintenant, on va voir le dernier groupe des muscles de l'épaule. Nous sommes arrivés à 9 maintenant. Le dernier groupe, c'est quel groupe? C'est le groupe latéral, formé par un seul muscle qui est le muscle deltoïde. Le muscle deltoïde. Donc le dernier groupe, quatrièmement, je reviens ici, quatrièmement, le groupe médial, latéral. Le groupe latéral, formé par un seul muscle. Quel est ce muscle? C'est le deltoïde. Le muscle deltoïde. Je vais profiter de cette plage-là pour mettre en place le muscle deltoïde. Dans un premier temps, pour comprendre le muscle deltoïde, premièrement, première question, quelle vue on va faire? Est-ce qu'on va faire une vue antérieure ou une vue postérieure ou une vue latérale? La réponse, c'est qu'il faut faire une vue latérale, c'est-à-dire il faut voir l'épaule de profil. Mais si on voit l'épaule de profil et on voit le deltoïde va nous cacher tout parce que c'est un muscle en forme de delta. C'est pour cela qu'on l'appelle comme ça. Il a la forme de delta inversée. Il a la base en haut et le sommet en bas. Si on le place, il va nous cacher toute l'épaule. Donc on est obligé d'aller c'est-à-dire plan par plan. Et on va commencer par la mise en place de quoi? De la scapula d'abord. Donc, comme orientation supérieure étant en haut et antérieure, elle est à ma droite. Donc, c'est une vue latérale de l'épaule. C'est une vue latérale de l'épaule. Dans un premier temps, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais placer la scapula sur une vue latérale. Voici la scapula sur une vue latérale. On a dit que la scapula est l'angle supérieur de la scapula et c'est l'angle le plus important. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il contient une cavité. Et cette cavité, ça s'appelle comment? La cavité glénoïde. Cette cavité glénoïde, elle a la forme de poire à grosse extrémité inférieure. Et elle présente une petite élévation à son périphérie qui donne insertion au labrum. Qui donne insertion au labrum. Au-dessus de cette cavité, il y a un tubercule. C'est ce qu'on appelle le tubercule supraglénoïdien. Et au-dessous, il y a un tubercule qu'on appelle le tubercule infraglénoïdien. Le tubercule supraglénoïdien donne insertion à la longue portion du biceps. Le tubercule infraglénoïdien donne insertion à la longue portion du triceps. Et puis,
en bas, vous avez le bord. Ici, c'est le bord. Quel bord? C'est le bord axillaire de la scapula. Hein? Axillaire. Donc, on voit la scapula de profil. Hein? Attention, on voit la scapula de profil, c'est-à-dire, vous la voyez comme ça. En avant, qu'est-ce qu'il y a? En avant, il y a ici le processus coracoïde. Hein? Vous vous rappelez, le processus coracoïde. Le processus coracoïde, je vous l'ai dit, le premier cours, il a la forme de doigt recourbé ou bien la forme de bec de perroquet. Il donne insertion à 3 muscles et 3 ligaments. Hein, 3 muscles et 3 ligaments qu'on va voir. Et en arrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'épine de la scapula. L'épine de la scapula qui fait comme ça. Hein, elle fait, voilà l'épine de la scapula. L'épine de la scapula qui s'insère à la face postérieure de la scapula et qui va diviser la face postérieure. Ici, c'est la face postérieure, ici, c'est la face antérieure. La face postérieure de la scapula, voici l'épine. Ça, c'est l'épine. L'épine qui se prolonge en dehors par l'acromion, hein, et qui divise la face postérieure de la scapula en 2 fossettes. Voici une fossette. Ça, c'est la fosse supraépineuse. Et ici, c'est la fosse infraépineuse. D'accord? Et ça, c'est l'acromion. L'acromion s'articule avec quoi? Avec la clavicule. C'est l'articulation acromio-claviculaire. Et la clavicule va venir s'articuler à ce niveau et partir vers l'antérieur. Partir vers l'antérieur, pourquoi? Parce que voici la clavicule que j'ai coupée. Ici, la clavicule coupée. Elle part vers l'avant et vers le dedans. Pourquoi? Pour aller s'articuler avec le sternum au niveau de l'articulation sternoclaviculaire. Donc, voici le cadre dont on a besoin. Et ça, c'est uniquement la scapula avec la partie latérale de la clavicule. Ça, c'est le premier plan. Ça, sans ça, on ne peut pas comprendre. Sans ça, on ne peut pas comprendre. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, on va mettre l'humérus. On va mettre sur ça, nous allons mettre l'humérus. C'est-à-dire, nous allons mettre l'extrémité supérieure de l'humérus. Et par conséquent, je serai obligé d'effacer quelques éléments. Vous allez voir. Donc, je vais placer la tête de l'humérus. Et la tête de l'humérus va se prolonger en bas par quoi? Par là, le col chirurgical et ensuite la diaphyse. Donc là, je vais effacer tout ça. Vous avez compris ce que j'ai fait. C'est ça l'essentiel. Si j'avais posé directement l'humérus, vous n'allez pas comprendre. Mais maintenant, vous avez compris ce que j'ai fait. J'ai placé la scapula et là, j'ai placé la tête humérale. Voici la tête humérale. Ça, c'est la tête de l'humérus. Et là, qu'est-ce qu'il y a? C'est le col chirurgical. Et ici, c'est la diaphyse. Et je vais couper l'os à ce niveau. Donc, je coupe l'os. Là, l'os étant coupé. Vous avez compris maintenant. J'ai mis la scapula et sur la scapula, j'ai placé l'humérus. Maintenant, le troisième plan. C'est quoi le troisième plan? C'est le plan musculaire. Hein, je vais mettre le deltoïde. Je vais mettre le deltoïde. Le deltoïde va s'insérer au niveau de la clavicule, au niveau de l'acromion et au niveau de l'épine. Donc, l'origine est triple. Il va avoir 3 origines. Un faisceau claviculaire, un faisceau acromial et un faisceau spinal. Spinal veut dire épine, sur l'épine. Et ces 3 faisceaux vont représenter, c'est-à-dire à leur origine, ils vont représenter la base du triangle inversé, la base du delta. Hein? Delta, c'est quoi? C'est le deltoïde. Donc, voici l'origine. Allez-y. Origine, premièrement, clavicule, deuxièmement, acromion et troisièmement, l'épine de la scapula. À partir de là, ils vont naître 3 faisceaux. Un faisceau qui vient de la clavicule, un faisceau qui va venir de l'acromion et un troisième faisceau qui va venir de quoi? Qui vont venir de l'épine de la scapula. Donc, je vais remplir tout ça. Ça, c'est l'origine
c'est le faisceau, c'est ce qu'on appelle le faisceau antérieur, mais il s'appelle aussi claviculaire. Faisceau claviculaire. Le deuxième faisceau, il est postérieur. Il va venir de l'épine de la scapula. Il s'appelle comment? C'est le faisceau postérieur. Faisceau postérieur, mais il s'appelle aussi spinal. C'est le faisceau spinal. Et le troisième faisceau, c'est le faisceau qui va venir du milieu. Il va venir de l'acromion. C'est ce qu'on appelle le faisceau moyen. Faisceau moyen. Il s'appelle acromial. Ces trois faisceaux vont se regrouper en bas. En bas, ils vont former un tendon. Et regardez la forme que je vais construire. Un tendon qui va avoir cette forme. En forme de quoi? En forme de V. V. Forme de V, c'est ce qu'on appelle le V deltoïdien. V deltoïdien. Et le V deltoïdien représente quoi? Représente la terminaison du muscle deltoïde. Donc voilà tout ce qui concerne ce muscle. Donc on a vu l'origine, deuxièmement le trajet. Le trajet, le muscle possède trois faisceaux, un faisceau antérieur claviculaire, un faisceau moyen acromial, un faisceau postérieur spinal. Le trajet de l'antérieur, il est oblique vers le bas et vers l'arrière. Le faisceau moyen vertical, le faisceau postérieur oblique vers le bas et vers l'avant. Ensuite, la terminaison se fait au niveau de la face antérolatérale de la diaphyse humérale, sous forme de la lettre V, c'est ce qu'on appelle le V deltoïdien. Maintenant, l'innervation. L'innervation, regardez, ça c'est l'humérus. Il reste encore l'humérus. Ça c'est l'humérus. Le nerf qui va venir et qui va sortir à travers le quadrilatère de Velpeau ou bien le foramen axillaire latéral. Donc il va sortir en postérieur, en arrière, et il va venir faire le tour au niveau du col chirurgical de l'humérus, et il va innerver tous les faisceaux, les trois faisceaux du muscle deltoïde. Donc comment s'appelle ce nerf qui va faire le cercle autour du col chirurgical? S'appelle le nerf circonflexe. Le nerf circonflexe. Le nerf circonflexe, c'est un nerf qui provient du tronc postérieur du plexus brachial. C'est le tronc postérieur, appelé aussi le tronc radio-circonflexe. Il va donner le nerf radial et le nerf circonflexe. Donc, il va faire le tour et il va innerver le deltoïde. La paralysie du nerf circonflexe entraîne automatiquement paralysie du deltoïde. Quand est-ce que le nerf circonflexe se paralyse? Il se paralyse surtout dans les situations traumatiques. Je vous donne l'exemple, la luxation de l'épaule. Quand la tête quitte la cavité glénoïde, rappelez-vous du schéma qu'on a fait. On a mis la cavité glénoïde et en dehors, nous avons mis la tête. Quand la tête se luxe, c'est-à-dire elle sort de la cavité, c'est ce qu'on appelle la luxation de l'épaule. Quand il y a une luxation de l'épaule, ce nerf peut être étiré ou bien voire même coupé, interrompu. À ce moment-là, il va y avoir une paralysie du deltoïde. C'est pour cela, on dit devant toute luxation de l'épaule, il faut examiner et explorer ce nerf. À la recherche de quoi? D'une paralysie du nerf circonflexe. Faute de quoi, on risque d'avoir une paralysie après une prise en charge, après réduction. Et ça risque de poser un problème médico-légal. Donc, ce nerf circonflexe peut être lésé lors des luxations de l'épaule ou bien des fractures du col chirurgical au niveau de l'humérus. Le nerf peut être lésé dans ces situations. Donc voilà, on a la fonction maintenant, on a vu l'innervation, c'est le nerf circonflexe, l'action, puisqu'il y a trois faisceaux, donc
trois fonctions. La première, c'est le faisceau antérieur. Le faisceau antérieur, quand il se contracte, il va porter le bras vers l'avant. C'est-à-dire, c'est une antépulsion, comme ça. C'est une antépulsion. Le faisceau moyen, il est vertical, il est latéral, donc il permet l'abduction pure. Le troisième faisceau est postérieur, il permet la rétropulsion, c'est-à-dire ce mouvement de rétropulsion, porter le bras vers l'arrière. Donc voilà, on a fini avec les muscles de l'épaule. On a vu 10 muscles. Donc les muscles de l'épaule qui se regroupent en 4 groupes, antérieur, postérieur, latéral, médial. Antérieur, 3 muscles, latéral, 1 muscle, médial, 1 muscle, postérieur, 5 muscles. D'accord? Donc, et on a vu chaque muscle et ses caractéristiques. Bien, pour gagner le temps, on va aller un petit peu vite et on va aller directement vers le bras, pour étudier les muscles du bras. Donc, c'est grand 3. Allez-y, grand 3, les muscles du bras. Les muscles du bras. Les muscles du bras sont en nombre de 4. Les muscles sont en nombre de 4, répartis dans 2 loges. Donc, au niveau du bras, il y a 2 loges. Donc, on peut commencer par le schéma suivant. Par exemple, je peux vous faire ça, si vous voulez. Nous avons ici la région de l'épaule. La région de l'épaule. Ici, c'est le sillon deltopectoral. Là, c'est la région pectorale. Et voici le bras. Le bras, avec le coude, comme ça. Je peux couper ici le bras. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, si je coupe là, vous avez la région pectorale, le mamelon, la région. Je peux couper le bras. Et si je coupe le bras, je vais avoir le schéma suivant. C'est-à-dire, je vais supprimer ça et je vais avoir, voici ma coupe. Le bras étant centré par un os. Quel est l'os qui occupe la partie centrale? C'est l'humérus. Donc l'humérus est comme ça. Et l'intérieur, on va avoir deux loges, c'est-à-dire 2 cloisons musculaires qui vont diviser cette région en 2 loges. Une loge antérieure et une loge postérieure. Donc ici, c'est l'antérieur et là, c'est le postérieur. C'est ce que je vais faire à ce niveau. Donc voici le bras. Vous avez compris maintenant. Donc ici, c'est l'humérus coupé. Ça, c'est l'os, l'humérus coupé. Nous avons une cloison musculaire mais du côté interne, une cloison musculaire du côté externe. Et par conséquent, nous avons là une loge. C'est ce qu'on appelle la loge antérieure. Et en arrière, nous avons la loge postérieure. Donc, le bras comprend combien de loges? 2 loges, antérieure et postérieure. Dans la loge antérieure, combien de muscles? 3 muscles. Dans la loge postérieure, un seul muscle. La loge antérieure, il y a un muscle qui est collé directement à l'humérus, c'est le muscle brachial. Ça, c'est le muscle brachial. Brachialis, muscle, bras, brachialis, ou bien égal brachial. Le deuxième muscle de la loge antérieure, c'est un muscle qui est formé de 2 chefs. Voici un chef et voici un deuxième chef. Donc, ça, c'est un chef et ça, c'est un chef. Et par conséquent, ces 2 chefs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont masquer, ils vont envelopper, ils vont entourer le premier muscle brachial. Donc, ce muscle qui a 2 chefs, c'est le biceps. C'est le biceps brachial. Donc là, les 2, c'est le biceps. C'est un seul muscle. C'est le biceps brachial appelé biceps brachii. Biceps brachii avec deux i.
Donc, biceps brachii. Où est-ce qu'il est le troisième muscle? Le troisième muscle, c'est le coraco-brachial. Donc, nous avons le brachial, le coraco-brachial et le biceps. Le coraco-brachial, quand on fait une coupe basse, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il est ossutué. Et si on veut le voir et on fait une coupe haute, on ne va pas voir le brachial. Donc, ce sont deux muscles qui ne se chevauchent pas, c'est-à-dire qui ne se rencontrent pas. L'un en haut, c'est le coraco-brachial, le deuxième en bas, c'est le brachial. Et par conséquent, pour mémoire, on va l'ajouter. Voici le muscle pour mémoire, pour ne pas l'oublier. C'est quel muscle? C'est le muscle coraco-brachial. Le quatrième muscle qui est situé au niveau de la loge postérieure. Ici, c'est un seul muscle. Voici un seul muscle, mais qui est formé de combien de chefs? 3 chefs. Donc, c'est quel muscle? C'est le triceps. Donc là, c'est 3 chefs, c'est le triceps. Donc ça, c'est le plan de la question. Le plan de la question, combien y a-t-il de muscles au niveau du bras? 4 muscles, répartis en combien de loges? 2 loges. Une loge antérieure, une loge postérieure. La loge antérieure, 3 muscles. Le coraco-brachial, le brachial et le biceps. Et la loge postérieure, c'est un seul muscle. C'est le triceps. D'accord? Donc, allez-y. Grand A. On va commencer notre étude. Grand A. Les muscles de la loge antérieure. Muscles de la loge antérieure. Et on va commencer par quel muscle? Le coraco. Premièrement, le coraco-brachial. Appelé coraco-brachialis. Coraco-brachial ou coraco-brachialis. Ce qui nous amène à faire un schéma de la région de l'épaule. Allez-y. Vue antérieure de l'épaule et du bras, montrant le muscle coraco-brachial. Donc le schéma est le suivant. Allez-y. La région, le bord axillaire de la scapula, avec l'acromion et cavité glénoïde, le bord axillaire qui est épais et l'extrémité supérieure de l'humérus trochitaire. On va descendre jusqu'au coude. Comme ça, on va essayer de mettre les deux muscles en même temps, le coraco-brachial et brachial. Donc là, nous avons l'humérus avec là le compartiment interne qui est formé par l'épitroclé, la trochlée et le condyle. Avec les surfaces articulaires, nous avons ici la trochlée, le capitellum, l'extrémité supérieure de l'ulna et l'extrémité supérieure du radius, avec les 3 éléments qui constituent l'extrémité supérieure, à savoir la tête radiale, ensuite le col et la tubérosité radiale ou bien la tubérosité bicipitale. Donc, voilà, c'est l'articulation du coude et là, l'articulation de l'épaule. On commence. Nous avons ici la gouttière bicipitale et le troquin trochitaire. Trochitaire là et ici troquin. Là, c'est le bord antérieur de l'humérus avec la face. Quelle face ici? C'est la face antéromédiale et de l'autre côté, c'est la face antérolatérale. Face antéromédiale et face antérolatérale. Le premier muscle, comme on a dit, c'est le coraco-brachial. Comme son nom l'indique,
il va commencer au niveau du processus coracoïde. Le processus coracoïde se trouve à quel niveau? Implanté à la face antérieure du col de la scapula. Donc cette partie-là, c'est le col de la scapula. Et le processus coracoïde, il est comme ça. Donc le muscle va prendre origine. Donc origine, c'est le processus coracoïde. Ensuite, le trajet vers le bas et vers le dehors, comme ça, pour venir se terminer sur la face antéromédiale de quoi? De l'humérus, de la diaphyse humérale. Donc il va se terminer au niveau de la diaphyse humérale. Il va commencer par un petit tendon. Et je vous ai dit que le processus coracoïde donne insertion à 3 muscles et 3 ligaments. Ces 3 muscles sont le coracobrachial, le petit pectoral, pectoralis minor, et le troisième muscle, c'est le court biceps. C'est la courte portion du biceps. C'est le chef court du biceps. Le biceps a 2 chefs, un chef long et un chef court. Le chef court vient se terminer sur le processus coracoïde. 3 muscles, 3 ligaments. Ligament conoïde, ligament trapézoïde et le ligament acromio-coracoïdien. Ce sont les ligaments qui vont venir s'insérer sur le processus coracoïde. Donc voici le muscle coraco-brachial. Donc l'origine, c'est le processus coracoïde. Deuxièmement, le trajet. Le trajet, il est oblique vers le bas et vers le dehors. La terminaison, c'est la face antéromédiale de la diaphyse humérale. L'innervation, c'est un nerf. C'est un nerf qui va venir du plexus brachial. Il dérive de quel tronc? Du tronc secondaire antérolatéral. Le tronc secondaire antérolatéral qui s'appelle aussi le médio-musculocutané. Médio-musculocutané. Donc là, le nerf qui va venir, c'est le nerf musculocutané. Et regardez comment il va faire. Le nerf musculocutané va perforer ce muscle. Donc, il va le percer et il va le traverser. Et il va aller de l'autre côté, à ce niveau, et descendre à la face antérieure du bras. Et c'est lui qui va innerver tous les muscles de la loge antérieure du bras. Donc, tous les muscles de la loge antérieure du bras sont innervés par ce nerf qui est le nerf musculocutané. Nerf musculocutané. Donc, le nerf musculocutané va innerver le muscle coraco-brachial, mais il le perfore et il va où? Il va à la loge antérieure du bras pour innerver le muscle biceps et innerver le muscle brachial. C'est un nerf qui dérive de C5, C6, les racines au niveau du cervical, C5, C6. Un traumatisme cervical avec une rupture, section, compression ou un autre problème au niveau de C5, C6 va entraîner un problème de quoi? De la loge antérieure du bras. On demande au patient de fléchir le coude, impossible. Il ne peut pas fléchir. Il peut le faire de l'autre côté. Mais là, il ne peut pas parce qu'il y a une paralysie du bras. Les muscles du bras sont des muscles fléchisseurs du coude. Et en même temps, antépulseurs de l'épaule. Donc voilà l'innervation. Maintenant, l'action. L'action de ce muscle, on l'imagine. Regardez son origine et sa terminaison. Donc, quand il va se contracter, il va tirer le bras vers le haut. Donc, c'est un antépulseur. Il pousse comme ça, antépulseur et en même temps un rotateur médial. Rotateur médial. Donc, antépulsion et rotation médiale. C'est ça l'action du muscle coraco-brachial. Donc, c'était le 1, coraco-brachial. Deuxièmement, 2, c'est le muscle brachial ou brachialis. Le muscle brachial ou brachialis. Le muscle brachial est un muscle qui est situé en bas, je vous l'ai dit. J'ai dit si on fait la coupe en haut, on ne voit pas l'inférieur. Si on fait la coupe en bas, on ne va pas voir le coracobrachial. Donc il est situé en bas. Et il va adhérer à quel niveau? Au niveau de la face antéromédiale et au niveau de la face antérolatérale.
Donc les deux. Donc il va venir de ce côté et il va former un ventre. Voici le ventre du muscle brachial. Voici le ventre du muscle brachial. C'est un muscle qui a un seul ventre. D'accord? Et regardez, il ne rencontre pas le supérieur. Les deux, ce sont des muscles qui sont indépendants. Et puis, à partir de cette zone d'insertion qui est large, qui occupe les deux faces, antéromédiale et antérolatérale, le muscle se dirige en bas. Il va former un tendon. À la partie inférieure, il forme un tendon. C'est ce qu'on appelle le tendon du muscle brachial. Et ce tendon du muscle brachial, il se dirige vers la face antérieure de l'extrémité supérieure de l'ulna. Là, on va trouver un tubercule. Un tubercule au niveau de la face antérieure de l'extrémité supérieure de l'ulna. C'est ce qui s'appelle le tubercule ulnaire ou bien la tuberosité ulnaire. Donc ça, c'est la tubérosité ulnaire. Et cette tubérosité ulnaire, c'est l'équivalent de la tubérosité radiale. Ici, c'est la tubérosité radiale. C'est facile. Tubérosité au niveau de l'ulna ulnaire, sur le radius, tubérosité radiale. Donc voilà, là, le tendon va venir se terminer sur la tubérosité radiale. C'est la terminaison. Maintenant, l'innervation, muscle brachial antérieur ou bien brachialis. L'innervation, on l'a dit, le nerf passe en avant du muscle, pas en arrière. Il passe en avant du muscle et il donne ses branches pour le muscle brachialis ou bien brachial. Innervation, c'est le nerf musculo-cutané. Maintenant, l'action. Regardez, l'action. Il prend origine sur le murus et il se termine sur l'avant-bras. Donc, est-ce qu'il va avoir une action sur l'épaule? Non, il va avoir une action sur le coude. Et quand il se contracte, regardez, il se contracte, il fait une flexion. Donc, c'est un fléchisseur pur, c'est un fléchisseur du coude. Hein? L'action, flexion du coude. Le troisième muscle, 3, toujours dans la loge antérieure. Troisième muscle, c'est le muscle biceps. Le muscle biceps. Pour étudier le muscle biceps, où se trouve le muscle biceps par rapport à ces deux premiers? Le muscle biceps va couvrir toute cette région. Donc, si on veut le mettre, on va le mettre sur ces deux muscles. On va tout cacher. C'est la raison pour laquelle on sera amené à faire un autre schéma. Un autre schéma, on va placer le cadre et sur ce schéma, on va placer le muscle biceps. Allez-y. Donc, nouveau schéma, c'est pratiquement le même que celui-là, c'est-à-dire on va placer la scapula avec son bord axillaire, hein, le processus coracoïde à ce niveau, et puis la cavité glénoïde, le bord axillaire de la scapula, la tête humérale, ensuite tubérosité, et puis, le reste de la diaphyse. C'est le même schéma qu'on a fait. Ici, l'épicondyle latéral, épicondyle médial. Épicondyle latéral, épicondyle médial. Donc voilà. Nous avons ici l'épicondyle médial ou bien épitroclé, la trochlée, ensuite le capitellum, l'extrémité supérieure de l'ulna et l'extrémité supérieure du radius, avec le col, la tubérosité radiale, et je coupe l'os tubérosité radiale à ce niveau. Donc voici le cadre dont on a besoin. Ici,
l'extrémité inférieure de l'humérus. Voilà. Donc, quelle est l'origine de ce muscle? Là, c'est le processus coracoïde. Quelle est l'origine de ce muscle? Le muscle biceps. Biceps, ça veut dire il a deux chefs, il a deux têtes, il a deux ventres, donc deux tendons. Donc la première origine, c'est au niveau de la courte portion. La courte portion, c'est au niveau de quoi? Au niveau du processus coracoïde. Je vais ajouter là le tubercule majeur, c'est-à-dire le trochiter, ensuite le troquin, là, et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la gouttière bicipitale. Et cette gouttière bicipitale va servir de poulie pour le passage du tendon. Et puis là, qu'est-ce qu'on a dessiné? On a dessiné la cavité glénoïde et je vous ai dit qu'au-dessus de cette cavité, on l'a dit au début, au-dessus de la cavité, il y a un tubercule. C'est le tubercule supraglénoïdien. Tubercule supraglénoïdien. Et au-dessous de cette cavité, il y a un deuxième tubercule qu'on appelle le tubercule supraglénoïdien. Donc là, c'est le tubercule supraglénoïdien. Et là, c'est le tubercule infraglénoïdien. Je reviens au muscle. Le muscle a deux tendons, deux chefs. Un chef long et un chef court. Un tendon long et un tendon court. Une longue portion et une courte portion. Tout ça, ce sont des noms que vous allez rencontrer quand vous allez lire les livres. Vous allez trouver plusieurs nominations. Je vous donne toutes les nominations. Donc voici le chef court ou bien la courte portion. Mais la longue portion passe où? Elle passe dans la gouttière bicipitale. Voici un tendon. Tendon qui va aller dans la coulisse bicipitale. Elle s'appelle coulisse comme une poulie. Il va jouer le rôle de poulie dans laquelle glisse le tendon de la longue portion. Donc ces deux tendons, chacun d'eux va donner un ventre. Donc là, il y a un ventre de la longue portion du biceps et un ventre de la courte portion du biceps. Ces deux ventres vont se rencontrer pour former un seul muscle, un seul élément en avant du bras. Vous voyez, c'est un muscle qui est assez volumineux. Et d'ailleurs, vous le remarquez, les petits-enfants, quand ils veulent jouer, et ils veulent vous montrer la force, qu'est-ce qu'ils font comme mouvement? Ils font comme ça. Et vous voyez la boule qui se trace devant le bras. Cette boule, c'est la force, c'est le biceps, c'est le muscle biceps. Donc voici le muscle biceps qui est formé. Le muscle biceps avec ses deux chefs. La courte portion et la longue portion. Et ces deux muscles, quand ils vont former un ventre, en bas, ils vont former quoi? Ils vont former un seul tendon. Et ce tendon se dirige vers le bas et légèrement vers le dehors. Il croise l'articulation du coude et vous pouvez le palper. Faites une légère flexion, vous palpez à la face antérieure du coude, vous allez palper un tendon, c'est le tendon du biceps. Et ce tendon du biceps va venir se terminer sur cette tubérosité qu'on a appelée comment? La tubérosité bicipitale. Bicipitale parce qu'elle donne insertion au biceps. C'est la tubérosité radiale dans la nouvelle nomenclature, mais elle s'appelle la tubérosité bicipitale. Bicipitale, pourquoi? Parce qu'elle donne insertion au muscle biceps. Et là, c'est le muscle biceps. Avec là, cette portion représente quoi? Représente la courte portion et ici, elle représente la longue portion. Donc, courte,
c'est le court biceps, on peut l'appeler comme ça, le court biceps, ou bien la courte portion du biceps, ou bien le court chef du biceps, c'est la même chose. Et ici, c'est le long biceps. Voilà, donc l'origine double, formée par la courte portion et la longue portion au niveau du trochitère, hein, au niveau du processus coracoïde et au niveau du tubercule supraglénoïdien. Trajet, les deux chefs vont se réunir pour former un seul ventre, qui se prolonge vers le bas et légèrement vers le dehors et qui se prolonge par un tendon appelé le tendon du biceps qui croise la face antérieure du bras. Terminaison, c'est la tubérosité bicipitale. L'innervation, maintenant, vous savez quel est le nerf. Hein, je vous ai dit que le nerf musculo-cutané, c'est le nerf qui va innerver tous les muscles de la loge antérieure du bras. Combien de muscles? 3 muscles. Coracobrachial, brachial et biceps. Donc là, c'est le muscle, c'est le nerf, et je vais le mettre en pointillé. Pourquoi en pointillé? Parce qu'il est profond, il est entre le brachial et le biceps. Donc il n'est pas à la superficie, il passe entre brachial et biceps jusqu'au coude. Il va innerver le biceps, bien sûr. Il va donner des branches pour le biceps et jusqu'au coude, il va devenir superficiel du côté externe. Là, le musculocutané, il s'appelle comment? Musculocutané. Il y a deux choses là. Il y a muscle et cutané. Il va innerver la partie musculaire, c'est musculo, mais en même temps, quand il finit les muscles du bras, il va devenir cutané. Il va devenir cutané à quel niveau? À partir du coude. Donc, il va innerver toute la peau de la face externe de l'avant-bras, elle sera innervée par ce nerf qui est le nerf musculo-cutané. Quelle est la fonction du muscle biceps? La fonction du muscle biceps est double. Premièrement, il permet la flexion du bras sur l'avant-bras sur le bras, c'est-à-dire flexion du coude, mais c'est un muscle qui va intervenir surtout dans une autre fonction. Je vous demande de poser la main sur le biceps, essayez de pincer le biceps et faites un mouvement de pronation et supination. Vous allez remarquer que le muscle se contracte au moment de la supination. Au moment de la pronation, il se relâche. Mais au moment de la supination, il se contracte. Donc, c'est un muscle supinateur. Donc, il a deux fonctions, flexion du coude et supinateur. Hein, c'est un muscle supinateur. Voilà, on a fini, on a terminé la première loge, c'est-à-dire la loge antérieure. On a vu le coracobrachial, le brachial et le biceps. Maintenant, on va tourner le bras pour aller en postérieur. Et en postérieur, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a une deuxième loge. On l'a appelée la loge postérieure. Et cette loge postérieure, elle comprend combien de muscles? Un seul muscle. Lequel? C'est le triceps. Donc, on va faire un schéma qui va nous montrer l'origine, trajet, terminaison, innervation et tout ce qui concerne la description du muscle triceps. Donc là, à droite, s'il vous plaît, à droite, on va faire une vue postérieure de l'épaule et du bras, montrant le muscle triceps. L'orientation du schéma, nous avons le supérieur étant en haut et le latéral étant à ma droite, puisque c'est une vue postérieure. Le latéral, c'est ça, le latéral. Donc sur cette vue postérieure, nous avons ici la scapula sur une vue postérieure avec l'épine de la scapula qui se prolonge en dehors pour former l'acromion. Et là, elle va former, comme on a dit, les deux fosses, la fosse supra-épineuse et la fosse infra-épineuse.
Ici, nous avons le bord axillaire, nous avons la cavité glénoïde et nous avons l'extrémité supérieure de l'humérus. L'extrémité supérieure de l'humérus divisée en 3 parties, la tête, le col et les tubérosités. Ensuite, après, nous avons la diaphyse. Ça, c'est la diaphyse humérale. La diaphyse humérale, à l'extrémité inférieure, nous avons l'épitroclé et du côté latéral, nous avons l'épicondyle. Avec la trochlée, que je mets en très clair parce qu'on va l'effacer, et ici le capitellum. Vous imaginez, d'accord? Donc là, nous avons ça, mais sur une vue postérieure, je vais terminer sur le coude. Nous avons, du côté médial, nous avons l'olecrâne. Donc ici, c'est l'extrémité supérieure de quoi? L'extrémité supérieure de l'ulna. Et en avant, nous avons le processus coronoïde. Donc c'est une vue postérieure du coude. C'est ça, je touche là, je touche l'olecrâne. C'est la partie postérieure du coude. Et du côté latéral, nous avons la tête radiale avec la tubérosité radiale et l'extrémité supérieure. Là, c'est la tubérosité radiale, le col du radius et la tête radiale. Et je coupe là, je coupe l'os. Donc, vous avez l'extrémité supérieure des 2 os de l'avant-bras. Donc, c'est le squelette dont on a besoin. Nous avons ici une face de la diaphyse humérale. C'est quelle face? C'est la face postérieure. L'humérus, au niveau de sa diaphyse, présente 3 faces. Une face postérieure, une face antérolatérale, une face antéromédiale. La face postérieure de l'humérus, c'est la face qu'on voit. Et cette face est marquée par la présence de quoi? Présence d'une gouttière. Et cette gouttière, elle croise la face postérieure de l'humérus du haut vers le bas et du dedans vers le dehors. Et cette gouttière, c'est la gouttière du nerf radial. C'est la gouttière du nerf radial. Et le nerf radial va traverser cette région. Il va traverser cette gouttière. Et d'ailleurs, on vous l'a dit, quand vous avez étudié l'ostéologie, on vous a dit que la face postérieure est marquée par la présence d'une gouttière, c'est la gouttière du nerf radial. Toute fracture de l'humérus peut être accompagnée d'une paralysie du nerf radial. Et par conséquent, devant toute fracture de l'humérus, il faut explorer cliniquement ce nerf. Comment on explore ce nerf? En demandant aux malades de faire certaines manœuvres pour tester les muscles qui sont innervés par ce nerf, à savoir l'extension du poignet, l'abduction du pouce, l'extension des doigts. Tous ces muscles qui agissent au niveau de ces articulations de cette manière sont innervés par le nerf radial. Donc un malade qui se présente aux urgences avec fracture de l'humérus, avec une main tombante, regardez, main tombante, et on lui demande de faire l'extension du poignet, il fait comme ça, impossible de faire extension, impossible. Donc il fait comme ça, ça veut dire qu'il ne peut pas faire l'extension, c'est une paralysie du nerf radial, il faut aller obligatoirement ouvrir et explorer le nerf à la recherche de quoi? À la recherche d'une lésion de ce nerf. Donc c'est un rapport très très important et intime à l'os et par conséquent il faut toujours faire attention. Autre chose, nous avons au niveau de la cavité glénoïde, nous avons au-dessus un tubercule, on l'a déjà vu, c'est le tubercule supraclénoïdien qui donne insertion à quoi? Au muscle de la longue portion du biceps, et nous avons un tubercule en bas qui est le tubercule infraglénoïdien. Tubercule infraglénoïdien. Et ce tubercule infraglénoïdien
glénoïdien donne insertion à quel muscle? À la longue portion du triceps. Et là, on revient au triceps. Le triceps, triceps, 3 ceps, 3 ventres. Donc, il va avoir 3 chefs. Chaque chef va avoir une insertion, une zone d'insertion. Donc, voilà, une zone d'insertion à ce niveau, une zone d'insertion à ce niveau. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à la gouttière radiale, par rapport à l'empreinte du nerf radial. Donc, le muscle qui est au-dessus, c'est le vaste latéral. Et le muscle qui est au-dessous, c'est le vaste médial. Donc, nous avons 2 chefs déjà connus maintenant. Le vaste latéral et le vaste médial. Le vaste latéral, il est au-dessus du nerf radial, au-dessus de la gouttière du nerf radial, et le vaste médial au-dessous de la gouttière du nerf radial. Il nous reste le troisième. Le troisième, c'est la longue portion du triceps. Elle vient d'où cette longue portion? Elle vient du tubercule infraglénoïdien. Donc, ce tubercule infraglénoïdien donne insertion à un muscle qui est la longue portion du triceps, qui va former un ventre. Et chaque région va former un ventre. Donc, vaste latéral va former un ventre, vaste médial va former un ventre. Vous suivez? Donc, nous avons 3 ventres. Chaque portion va former un ventre, de telle sorte que la résultante, c'est à la fin, en bas, nous avons un tendon commun. Donc là, nous avons, voilà, en bas, nous allons avoir un tendon commun. Et c'est quoi ce tendon commun? C'est le tendon du triceps. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le muscle a pu couvrir le trajet du nerf. Effectivement, le nerf, il est collé à l'os et le muscle vient s'insérer en haut et en bas par rapport à cette gouttière et le nerf va traverser le milieu du muscle. Donc, comme s'il va transfixier le muscle. En bas, le tendon qui se forme, c'est le tendon du triceps. Voici le tendon du triceps qui vient se terminer sur quoi? Sur l'extrémité supérieure de l'ulna qu'on appelle olecrane. C'est la pointe, c'est le sommet de l'olecrane. Là, c'est le muscle triceps avec ses 3 ventres latérales, vaste latéral. On l'a déjà écrit, vaste médial. Et là, c'est la longue portion du triceps. Longue portion du triceps. Voici la longue portion du triceps. Voilà. Donc, on revient au triceps. L'origine triple. Longue portion du triceps au niveau du tubercule infraglénoïdien. Vaste latéral à la face postérieure de l'humérus, au-dessus de la gouttière du nerf radial. Vaste médial à la face postérieure de la diaphyse, au-dessous de la gouttière du nerf radial. Trajet. Chaque muscle, chaque chef va former des fibres qui vont converger en bas pour former un seul muscle qui se prolonge par un tendon. Terminaison, c'est l'olecrane. L'olecrane, c'est-à-dire l'extrémité supérieure de l'ulna. L'innervation, bien sûr, c'est le nerf radial. C'est le nerf radial. Action maintenant. L'action, le triceps est un muscle qui a essentiellement une action d'extension. Extension de quoi? Extension du coude. C'est un muscle extenseur du coude. Mais par la longue portion du triceps qui s'insère sur le tubercule infraglénoïdien, il va agir aussi sur l'épaule. Donc, il va avoir
deux fonctions. Pour quelle raison? Parce que c'est un muscle biarticulaire. Qu'est-ce que ça veut dire biarticulaire? Il va avoir une insertion, il va sauter une articulation et il va sauter une deuxième articulation. Donc il saute deux articulations. C'est pour cela qu'on l'appelle biarticulaire. Il y a des muscles qui sont monoarticulaires. Quand ils sont monoarticulaires, ils vont avoir une seule fonction. C'est au niveau de l'articulation qu'ils pendent. Exemple, le brachial. Le brachial est un muscle monoarticulaire, alors que le triceps est un muscle biarticulaire. Donc, il va avoir double action. Premièrement, l'extension du coude. Et deuxième action, c'est la rétropulsion, ce qu'on appelle l'extension de l'épaule, la rétropulsion de l'épaule. Il tire le bras vers l'arrière par la longue portion du triceps. On peut le tester comment? On peut le tester si on a un malade qui a une paralysie du triceps, par exemple. Paralysie du triceps, il ne suffit pas de lui demander « faites la flexion du coude ». Flexion du coude, c'est quel muscle qui va la faire? Ce sont les muscles de la loge antérieure, brachial et biceps. Et puis, faites l'extension, il fait comme ça. Ça, c'est une fausse manœuvre. C'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'on teste. Pourquoi? Parce que même s'il y a une paralysie du triceps, le fait que le malade lâche l'avant-bras et la main, sous l'effet de la pesanteur, ils vont tomber. Donc, il faut explorer contre la pesanteur. On peut lui demander, par exemple, comme ça, soulever et essayer de faire l'extension du coude. Donc là, il fait l'extension du coude contre pesanteur, parce qu'il y a le poids de l'avant-bras et de la main. Donc, il est obligé de fournir un effort. Comme une autre manière, se placer devant, le bras étant comme ça, les coudes fléchis, et la main, vous la mettez devant, à la face postérieure de l'avant-bras, et vous lui demandez de pousser. Quand il pousse comme ça, il fait contracter avec résistance le muscle triceps. Donc voilà le deuxième groupe. Après l'épaule, on a vu l'épaule, on a vu le bras, et on a fini le bras, on a vu tous les muscles. Maintenant, on va aller vers les muscles de l'avant-bras. Mais les muscles de l'avant-bras, on va les introduire. Il n'y a pas assez de temps pour les développer. On va les développer la prochaine séance. Les muscles de l'avant-bras, ils sont en nombre de 20 muscles. 20 muscles. Regardez, l'avant-bras, il est petit, mais malgré ça, il comprend 20 muscles. Et ces 20 muscles sont, la plupart des cas, ce sont des muscles qui sont destinés à la main, destinés à la fonction de la main. On va voir ça. La fonction de la main et le poignet. Et ces 20 muscles sont répartis en 3 loges. Loge antérieure, loge latérale et loge postérieure. Donc, pour mieux comprendre ça, la prochaine fois, on va essayer de faire une coupe au niveau de l'avant-bras, comme ce qu'on a fait au niveau du bras. On va faire une coupe au niveau de l'avant-bras pour placer ces loges et on va essayer de chercher dans chaque loge les muscles que contient chaque loge et on va étudier en détail chaque muscle avec son origine, son trajet, sa terminaison, son innervation, sa fonction et comment explorer ce muscle sur le plan fonctionnel. Je tiens à vous remercier vivement. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.